Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlons Franchement. Mon invité aujourd'hui est Évariste Méambli, député de Fakobli, président du conseil régional du Guémon. Le Guémon, c'est 4 départements. Dans l'ordre alphabétique, il y a Bangolo, Diokoué, Fakobli et Kouibli. Évariste Méambli, bonsoir. Bonsoir, M. Brouaka Pascal. Alors, vous êtes ingénieur commercial de formation. Vous êtes à la tête de plusieurs entreprises. Le moins qu'on puisse dire est que vous ne laissez personne indifférent pour vos admirateurs. Vous êtes un jeune, ambitieux, battant. Pour d'autres, vous êtes un charmeur, un homme difficile à apprivoiser. En clair, on ne sait pas si l'on doit vous faire confiance ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez tout ça? Merci, M. Akabou Pascal. Avant tout propos, je voudrais d'abord, avec votre permission, que vous m'autorisiez à m'exprimer en langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue qui est pour moi mon héritage linguistique, c'est la langue Oué. C'est avec cette langue que j'ai pu communiquer pour pouvoir remporter mes élections qui me permettent aujourd'hui d'être sur ce plateau. Donc, en bois, oui, en déa, oui, en yon, oui, en mon Guémon. Il y a ici, ouais, en yadjou, car clé en dia, en loi d'ici, parce que en nous en jou, mais en plus voté. Donc, plateau est béni en tanné, dit ouais, de bon Emmanuel Guémon, Emmanuel Diokoué, Emmanuel Bangolo, Emmanuel Kouibli, Emmanuel Fakobli, son monde y a ni à moi, et mettez-moi à Yasmi Ancien, et mettez-moi à ta plateau est béni. Donc, plateau n'y a pas anti-mot. Donc, à quoi quand ouais, et conclusion, en manière, mon pensée, en ces yapon. Et non, ya. Ben, monsieur Akabou Pascal, je pense que je suis d'abord monsieur Évariste Méambli. Je suis un opérateur économique. J'ai fait mes études comme tout Ivoirien au primaire, au secondaire, après au supérieur, sanctionné par des diplômes, notamment les diplômes technico-commerciaux, d'inspecteur commercial, d'ingénieur de techniques marchandes, d'ingénieur commercial option marketing. Je suis aujourd'hui membre du bureau politique du PDCRDA, ça c'est dans le cadre politique, député à l'Assemblée nationale et président de région du Guémon, dont vous venez tout à l'heure de citer les 4 départements qui composent le Guémon. J'ai aussi eu la chance de faire des missions et tactiques pour l'État du Côte d'Ivoire, notamment à Washington, dans les années 98, pour aller représenter la jeunesse au FMI, auprès des ministres tels que M. Thiam, l'inspecteur général de notre inspecteur actuel, M. Niamé, qui était ministre de l'économie et des finances d'alors. Nous étions ensemble à Washington pour chercher des financements dans le cadre de la jeunesse ivoirienne sur les projets micro et les PME. Nous avions aussi soutenu notre pays à la levée de certains fonds, notamment à la mobilisation des emprunts au plan national, notamment en 2007 pour 2010, c'est-à-dire sur 3 ans, qui a été par la suite rénové de 2010 à 2013, autour de 10 milliards avec des cabinets tels que Stratégie et Développement. Nous avons aussi été dans une mission pour la modernisation du transport entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, mission pilotée par le ministre d'État Maboutou Akeuze, dont les communications en Conseil des ministres ont été signées par les ministres Dibi Charles et celui qui occupe aujourd'hui le poste, je dirais vacant, de la CEI, parce qu'il n'est pas encore, il n'est plus président, Youssou Bakariko, qui était le ministre des Affaires étrangères. Donc voilà des actions qui nous ont menées pour notre pays. Nous voilà présentés aux Ivoiriens et nous voulons maintenant, avec vous, égrener tous les chapitres et éventuellement toutes les questions. Nous les répondrons de façon franche, au vu et au su des Ivoiriens. Très bien. Mais plus concrètement, ma question, quand vous entendez dire tout ce que vos admirateurs ou vos détracteurs disent, comment vous réagissez? Vous dites quoi? Ben, je suis souvent perplexe parce que je pense qu'ils ne me connaissent pas. Et c'est l'occasion aujourd'hui de me connaître parce que vous donnez l'opportunité de m'exprimer devant les Ivoiriens pour exprimer ce que j'ai dans mes tripes. Très bien. Alors, on va y arriver. On vous dit proche du président Henri Konan Bédié, également proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. On parlera du CONASFOR. Aujourd'hui, vous êtes engagé à fond dans la politique du président Alassane Ouattara, politique de reconstruction de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons donc par vos relations avec le président Henri Konan Bédié. Comment cela a commencé?
Bon, mes relations avec le président Henri Konan Bédié, d'abord, c'est quelqu'un à qui j'accorde beaucoup d'admiration. Vous savez, très tôt, depuis les années 59, quand le président Houphouët-Boigny était le président, le premier ministre du Conseil du gouvernement en 59, à partir de 68, il a fait entrer au gouvernement 3 jeunes talentueux, notamment le président Henri Konan Bédié, qui avait le portefeuille délégué aux finances, sous la responsabilité de notre premier ministre de l'économie et des finances français, M. Raphaël Salaire. Et c'est en 68 que le président Bédié a pris le département en main de l'économie et des finances, et tous les projets qui ont permis de créer le miracle ivoirien, bien sûr la houlette du président Houphouët-Boigny, nous pensons que ce monsieur a posé des actions assez importantes qui nous permettent aujourd'hui, au niveau de ce pays, d'avoir les piliers fondamentaux de notre économie. Et quand la Côte d'Ivoire a basculé en 1999, au premier coup d'État, nous avons vu le pays s'est très bien comporté. Les fondamentaux ont permis à ce pays de ne pas sombrer. Et ça, c'est des œuvres du président Henri Konan Bédié. Voilà des actions économiques qu'il a menées qui nous ont séduits. Et au plan politique, voilà quelqu'un, tout récemment, qui vient de mettre son poste en compétition au 12e congrès, avec des plus jeunes que lui. Ça veut dire que ce monsieur est un homme de démocratie. Et c'est un père pour moi. Et je le vénère parce que je pense que ce monsieur, et c'est mon rêve le plus ardent, qu'il obtienne un jour le prix Nobel de la paix et que la Côte d'Ivoire présente sa candidature. Parce que c'est ce qui pourra lui permettre au soir de sa vie d'être l'homme le plus heureux. C'est ce qui lui manque. Et je me battrai, moi au niveau de Guémon, au niveau de ma génération, pour faire en sorte que cela soit une réalité. Ce sont ces actions du président Henri Konan Bédié que vous avez énumérées tout à l'heure qui vous ont permis de faire le pas vers lui, qui vous ont poussé à faire ce pas vers lui? Je l'ai approché à plusieurs occasions. J'ai eu l'occasion, dans les années 98, d'être déjà dans l'équipe gouvernementale qui allait à Washington, avec les ministres que je venais de citer tantôt. J'ai eu aussi l'occasion de le connaître via son neveu, qui est son chef de cabinet, M. Jean Kwaku à moi. J'étais au village la semaine dernière pour les funérailles de son cousin. Et le président et moi, nous nous rencontrons régulièrement. Il y a eu des moments où les gens ont pensé ce qu'ils pensaient, mais la réalité est autre chose aujourd'hui. Le président Henri Konan Bédié est un père. Nous avons des relations très cordiales et politiques. Parce que lorsque je suis arrivé à lui donner le poste de président, le poste d'abord de député, que j'ai obtenu après plusieurs tumultes à Fakobli, 3 tours, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais quand je suis allé remettre ce poste, et je lui ai dit, monsieur le président Henri Konan Bédié, je vous remets le poste de député de l'Assemblée nationale pour la région, pour le département de Fakobli. C'est vrai que je suis allé indépendant, mais monsieur le président, je vous apporte ce poste pour me pardonner par rapport à tout ce que vous savez, à tout ce qui a été dit. Vous avez devancé ma question. À un certain moment, on a eu l'impression qu'on voulait vous utiliser contre lui. Ben, personne ne peut m'utiliser contre le président Henri Konan Bédié. C'est un père, je vous ai dit. Il y a eu des visions, il y avait une vision à un moment donné, peut-être qui n'a pas été compris par son fils que je suis. Je vous comprends aisément, parce que je suis allé en candidature indépendante. Et puis bon, la région, le département m'a élu. Et vous saviez que dans notre département, c'est une région pro-LMP, donc pro-Gbagbo, il faut avoir le courage de le dire. Mais ils m'ont voté. Et ce pouvoir, quand je l'ai obtenu, j'ai remis ça à mon père Bédié. Ils n'ont pas... Je veux parler avant les élections de ces dernières années-là, de polémiques. Personne ne pourrait m'utiliser comme le président Bédié. Personne ne pourrait pas m'utiliser pour ses ambitions politiques vis-à-vis de mon père. Le président Bédié et moi, nous avons nos relations et nous savions là où nous allions. Et je vous mets au défi, M. Bouaka Pascal. Aujourd'hui, au stade où je vous parle, le président Bédié et moi, personne d'autre ne peut aller casser le sucre sur mon dos. Parce qu'il a compris réellement que beaucoup de choses ont été dites sur moi, mais la réalité, je suis un travailleur et je pense avoir sa confiance totale aujourd'hui. Très bien. Alors, vous étiez aussi un proche de Laurent Gbagbo. Et en parlant de vos relations avec Laurent Gbagbo, l'idée qui vient tout de suite, c'est le CONASFOR. Alors, parlons un peu du CONASFOR. Comment l'idée vous est venue? Monsieur Bouaka Pascal, le CONASFOR, d'abord, c'est le Comité national de soutien à la force de réunification. Vous savez, en 2007, le meilleur accord pour moi, qui a eu lieu, qui nous permet aujourd'hui de m'asseoir avec vous sur ce plateau, parce que c'est à partir de cet accord qu'il y a eu cette paix relative que nous avions aujourd'hui. Dieu merci, cette paix pour nous aujourd'hui est une paix totale, expliquée sur un plan. En 2007, le président Gbagbo et le président Blaise Compaoré ont signé l'accord politique de Ouagadougou, qui disait que les deux armées, l'armée du Nord, gérée par le général Soumaïla Bakaïko,
actuel chef d'état-major, et l'armée du Sud, qui était gérée par le général Philippe Mango, aujourd'hui ambassadeur au Gabon. Et que ces deux armées ex-belligérantes devaient apporter chacun 4000 hommes à l'effet de créer l'armée embryonnaire à partir du CCI, le centre de commandement intégré. Et ce centre de commandement intégré, qui était basé à Yamoussoukro, devrait se déployer sur l'étendue de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 322 km², pour pouvoir sécuriser les biens, les personnes et organiser les élections présidentielles de 2010. Et il fallait alors des moyens. Les premiers devises autour de 2 milliards. Nous sommes dit, nous, opérateurs économiques et de la société civile, quel rôle allons-nous jouer véritablement pour que le pays sorte de sa crise. Donc j'ai demandé aux Ivoiriens de venir apporter des soutiens financiers pour que nous aidions notre armée embryonnaire qui était le CCI pour organiser les élections présidentielles. Et c'est ainsi que nous avons mobilisé 800 millions de francs CFA sur un chiffre de 2 milliards qui était demandé pour le premier déploiement de 4000 hommes. Donc nous avions mobilisé ces ressources et nous avons mis à la disposition de cette armée, notamment le CCI qui était géré par le général Nicolas Kwadi. Alors, Nicolas Kwadi. Très bien. Alors, sur le CONASFOR, on a entendu dire beaucoup de choses. Hein. On dit, Evariste Miambri, il a le flair, il a eu beaucoup d'argent dans cette affaire du CONASFOR, il n'y a jamais eu de bilan. Merci, M. Kabou Palsa. Je suis très heureux ce soir que cette question me soit posée devant les Ivoiriens. C'est l'occasion de faire un peu la lumière. Mais nous étions une association privée. Et cette association privée avait ouvert son compte à la Banque nationale d'investissement, la BNI, avec 3 co-signataires, notamment le président que j'étais, le général Soumaïla Bakaïko, qui avait son représentant qui était le colonel non, Adam Kone, qui est à l'armée de l'air, et le général Mangou qui avait son représentant. Nous étions 3 signataires. Et quand nous avons mobilisé les ressources, on a eu l'état des besoins de l'armée. Il nous avait demandé 20 véhicules, dans les besoins estimés 20 véhicules, 4x4, 4000 tenues, 4000 matelas, 4000 lits, en tout cas des matériaux de couchage et autres. Nous avons pu remettre ces 4000 matériels de couchage aux 4000 hommes. Et nous avions demandé au Premier ministre d'alors, M. Soroguem, qui était le Premier ministre de la sortie des crises, que nous étions capables de remettre 12 4x4 sur les 20. Et c'est ainsi que nous avons pris des dispositions avec les 2 co-signataires. Nous sommes allés à la BRNI pour signer l'ordre de virement pour l'achat de ces 12 véhicules 4x4 qui étaient autour de 223 millions. Après, bien sûr, un appel d'offres. Mais malheureusement, au stade où je vous parle, M. Bouaka Pascal, sur ce plateau que je suis ce soir, ces 223 millions ne sont pas encore parvenus chez le concessionnaire depuis 4 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons porté plainte à la justice contre la BNI au temps où le président Gbagbo était au pouvoir. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai été appelé même par le président. Je lui ai dit, monsieur le président Gbagbo Laurent, je veux bien que vous me demandez qu'est-ce qui se passe, mais vous aviez su au moins que j'ai porté plainte avant de venir à votre bureau parce que mon argent ou l'argent des Ivoiriens a été détourné sur nos comptes à la BNI. Je l'ai indiqué, vous êtes député de Fakobli. On va donc parler de votre élection dans votre circonscription. Député, président du conseil régional du Guémont. Revenons donc à ces élections. C'était une véritable prouesse. Comment vous avez fait? Nous avions prouvé qu'une élection ne s'improvise pas. Nous, depuis 2007, dès l'instant où l'accord de Ouaga a été signé et que nous avons mis en place le CONASFOR pour aider nos armées, nous sommes allés vers nos régions, notamment le Kabali, le Tonkoui et le Guémont, pour distribuer des matériels vifs et non vifs à nos populations, notamment dans la santé. Donc nous étions déjà en contact régulier avec nos populations. Et c'est les chefs de Fakobli qui sont venus nous voir par la suite pour nous demander d'être candidats à l'effet de porter haut la voix du département de Fakobli. C'est comme ça que je me suis rendu dans la région et j'ai battu campagne comme tout le monde et j'ai battu tous mes 9 adversaires. Février, vous continuez. En avril, 2 mois. Président du conseil régional et vous avez battu un monument comme Awa Touré, fidèle parmi les fidèles du président Henri Konan Bédié. Merci, M. Bouaka Pascal. Bon, nous sortions d'une élection déjà Fakobli 3 fois, mais sachez que ça fait 2 ans que nous avons fait les élections, 2010 à 2012, d'un département entier. Et au régional, il y avait 4 candidats. Qu'est-ce que nous avons fait? Nonobstant notre présence depuis 2007 sur le terrain,
Les populations qui sont venues encore vers nous pour le conseil régional, nous les avons même transportés chez le président Bédié à Daoukro. Tous les chefs des 4 départements qui sont venus me voir à Abidjan pour leur dire, au président Bédié que les populations voulaient qu'il soit le candidat à la régionale. Et nous sommes allés effectivement à cette élection. Mais qu'avons-nous fait pour gagner ces élections devant des monuments tels que le célébricisme, le richissime à Ouattouré dont vous parliez, et le candidat du parti au pouvoir, le candidat indépendant? Je pense, M. Bourouaka Pascal, c'est des stratégies qui sont apprises dans les écoles de commerce. Je donne 2 exemples. Nous avons utilisé la stratégie SWOT. Strength, Weakness, Opportunity et Strength. C'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. D'un côté, les atouts du candidat et les handicaps. Parce que j'étais un produit que je devais vendre auprès de 3 concurrents. Et donc, j'ai fait d'abord cette analyse soft. Je connaissais mes faiblesses, mes forces, mes opportunités, mes menaces. Et j'ai fait la même étude aussi vis-à-vis de ces 3 autres candidats. Et j'ai fait ajouter la seconde stratégie qu'on appelle le marketing, c'est-à-dire la stratégie des 4 P. Le produit, le prix, la place et la promotion. Le produit, c'était mon Miambli. Le prix qu'il fallait mettre, quel coût financier je devais mettre dans ma campagne. Et la promotion que je devais faire, comment vendre mon image dans les 270 villages, dans les 24 sous-préfectures, dans les 4 départements. Et la communication qu'il fallait apporter. Donc, c'est des stratégies que nous avons utilisées pour pouvoir nous connaître et connaître le produit, connaître la cible, c'est-à-dire le marché, et faire en sorte que nous soyons le meilleur produit vendable. C'est comme ça que nous avons pu gagner ces élections de façon objective. Sans aller voir des marabouts, sans aller voir des féticheurs, sans tuer des bœufs sur les routes, sans casser des marmites sur les routes. Donc voilà, nous avons utilisé des méthodes modernes de management pour pouvoir vendre le produit Miambli que nous obtenions parce que nous avions des formations qui nous ont permis d'avoir ce niveau. Vous avez indiqué tout à l'heure que le président Bédié, c'est votre père. Tout le monde en Côte d'Ivoire connaît les relations entre le président Bédié et Awa Touré, qui est aussi votre père. Vous dérangez des baobabs comme ça, vous n'avez pas besoin de bénédiction. La remise d'un flambeau à une nouvelle génération qui était faite en image entre le papa Awa Touré, que je respecte énormément, et ma génération. Parce que vous saviez, dans la veille stratégique et environnementale et politique que j'ai faite autour du doyen, Awa Touré, mais depuis 80-85, il n'avait jamais participé à une élection. Donc il n'avait pas dans ses jambes des compétitions, pour prendre un peu l'analogie du sport. Il n'était pas en jambes, le doyen. Et mes 3 autres candidats aussi n'étaient pas en jambes. Parce que moi, j'ai sorti 3 élections à Fakobli, d'un département. Pendant qu'il y avait des candidats qui ont gagné des élections dans les sous-préfectures de 8 villages, de 7 villages et de 24 villages. Moi, je faisais un département de 60 villages. Et quand tu les prends 3 fois, ça fait presque 4 départements. Donc j'avais tout ça comme acquis. Malheureusement, le doyen et moi, nous ne sommes pas entendus parce que nous avons discuté ensemble chez lui à domicile. Et puis bon, il s'est avéré que chacun devait avoir son équipe de campagne. Et puis bon, j'ai gagné. Mais je suis heureux parce qu'il m'a quand même félicité. Comment sont vos relations aujourd'hui? Elles sont beau-fils. Elles sont beau-fils. Mon père m'adore beaucoup à Ouattouré. Quand je vais à Dupuissi chez lui, je le salue. Et je vous dis aujourd'hui qu'il est fier de moi. Il le dit lui-même partout. Voilà. Et j'ai sa bénédiction. Très bien. Alors, vous donnez l'impression, Miambli, d'être un homme pressé, de courir après quelque chose. Vous courez après quoi? Monsieur Bourouaka Pascal, je pense que je ne cours pas après quelque chose. J'ai un objectif de ma vie. Je me dis ce que tu peux faire maintenant, il faut le faire. Ne mets pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Et je vais vous donner la maxime d'un président démocrate américain et même l'un des premiers présidents catholiques qui est né en 1917, mort après en 63, en 46 ans, le président John Fitzgerald Kennedy, qu'on appelle habituellement Jack Kennedy, c'est-à-dire JFK. Il disait dans sa maxime, ne te demande pas ce que ton pays fera pour toi, mais demande-toi plutôt ce que tu feras pour ton pays. Aujourd'hui, mon pays sort d'une crise. Depuis 2002, 2011, mon pays a besoin de se mettre rapidement au travail. Mon pays a besoin de sortir sa tête de l'eau. Mon pays a besoin aujourd'hui d'émerger, comme on le dit à l'horizon 2020, en tant qu'un pays moderne. Un pays démocratiquement assis, à l'image du Sénégal, du Ghana, et pourquoi pas aussi du Bénin. Mon pays a besoin aujourd'hui que les jeunes Ivoiriens se mettent au travail.
et qui ne cherche pas à tricher, qui ne cherche pas à attendre l'État du Côte d'Ivoire. L'État providentiel, c'est fini. Et nous avons un président qui est un travailleur. La preuve, aujourd'hui, quand on prend la Côte d'Ivoire depuis 2011, avec le produit intérieur brut qui était à moins 4,7%. En 2012, le président Alassane Ouattara se bat pour que le PIB passe à 9,8%. En 2013, nous sommes à 8,7%. Et bientôt, en 2014, on sera entre 9 et 10. C'est-à-dire un chiffre d'une croissance à 2 chiffres. C'est du jamais vu. Et ça, c'est des signaux déjà qui doivent amener les jeunes Ivoiriens déjà à comprendre que nous sommes en train d'arriver au bout. Donc il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils se lèvent, il faut qu'ils arrêtent plus de pleurnicher sur le sort. Et c'est pour cela qu'au niveau de ma région du Guémon, quand je vois mes jeunes frères, je leur dis chaque fois, cette région ne doit plus pleurer. Ne comptons plus nos morts, c'est fini. Regardons l'avenir avec sérénité. Les signaux nous prouvent que demain, le Guémon sera une région émergente. En tout cas, vous courez, hein, on vous voit, vous êtes tout le temps en mouvement. Et les différents succès aux législatives, aux régionales, vous en semble-t-il donner des ailes, puisque dans la foulée, vous vous êtes présenté contre l'ancien Premier ministre Ahoussou Jano à la présidence des régions, et puis vous étiez candidat à la candidature à la présidence de la CEI. Oui, M. Boubacar Pascal. C'est quoi? Un jeune comme vous êtes pressé, vous allez où? Contre le ministre Ahoussou Jano, c'était très simple. Il y a la loi sur le code électoral en Côte d'Ivoire, en son article 125, qui dit qu'il y a une incompatibilité entre tous ceux qui sont présidents de région et le poste de membre du gouvernement. Et le journal, je prends à témoin le journal Le Patriote, la date du 8 mai 2013, qui barre à sa une la démission des 6 ministres, notamment le ministre Ahoussou Jano, le ministre Dibi, le ministre Bion, le ministre Adjoumani, le ministre Haché Patrick, et enfin le 6e ministre, j'ai dû peut-être le citer. Donc il y avait 6 ministres qui devaient démissionner parce qu'ils avaient été élus comme présidents de région. Et puis, nous allons aux élections de notre fêtière où on doit élire un président. Je me rends compte que l'aîné est candidat. Je lui dis, mais je pose un préalable, je lui dis, mais moi je ne comprends pas, quel est votre statut? Parce que je ne comprends pas que sur les 6 ministres annoncés à la démission, c'est vous ceux qui n'avez pas démissionné. Donc il y a double casquette du président de région et de ministre. Parce qu'il était ministre auprès du président de la République. J'étais candidat contre le grand frère Ahoussou Jano. Mais je n'ai rien contre lui. Nous étions à Paris tout récemment pour le PPE. Je l'ai taquiné pour lui, monsieur le président de la fêtière. Vous êtes encore dans une forfaiture. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Miambli, laisse-moi en paix. J'ai dit, mon grand frère, je te regarde, mais je viendrai prendre ma fêtière incessamment. Donc, je l'ai taquiné et nous avions ensemble échangé et dire en fait que pour moi, ce n'était pas une histoire de Miambli à Ahoussou Jano. Et surtout, j'ai démontré qu'il y avait un peu de démocratie. Nous, notre fêtière, parce que nous avions été élus en tant que président des régions. Ce n'est pas nous qui allons saboter le minimum démocratique de la base démocratique en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, il devait même être fier qu'il y ait un candidat contre lui. Et j'ai eu 2 régions qui m'ont soutenu. Et contre Youssouf Bakayoko? C'était un sujet encombrant, difficile, et tout le monde avait peur de s'y aventurer. Donc en tant que député, j'ai élevé le lièvre pour que enfin le ministère d'État et de l'Intérieur, que je félicite aujourd'hui, ayant compris ce message, parce que j'ai écrit à près de 80 ambassades, j'ai écrit au ministère d'État, j'ai écrit à la présidence, j'ai écrit à tout le monde, et j'étais dans la presse pendant 2 mois. Du coup, le ministre d'État a été instruit par le gouvernement pour venir défendre la loi à l'Assemblée. Première victoire de Miambli. Deuxième victoire, il vient à l'Assemblée nationale, la loi est votée par les députés que nous sommes. Deuxième victoire. Et la troisième victoire, le ministre d'État se débat pour nous sortir le statut des 17 membres. Pendant que de voulait 13, de voulait 12, de voulait... En tout cas, il a sorti le statut des 17 membres. Troisième victoire. Quatrième victoire, il se débat dans les chapelles politiques auprès de la société civile pour nous sortir les noms, pour prendre un peu l'analogie du sport, des 17 pachidemènes, c'est-à-dire des éléphants, qui pour moi doivent aller jouer la coupe de la Côte d'Ivoire en 2015 pour nous amener le meilleur président qui sera élu. Donc pour moi, il a pu trouver ces 17 joueurs. Ça aussi, c'est la 4e victoire. Et enfin, la 5e victoire, on vient de faire prêter serment à ces 17 joueurs. Ça, pour moi, c'est encore ma 6e victoire, ma 5e victoire. C'est des choses qu'aucun Ivoirien avant... C'est votre déclaration de candidature. Voilà le fond, en fait. Voilà le fond pour faire accélérer, M. Boubacar Pascal. Et mieux, c'est pour moi ma manière de contribuer à la démocratie de mon pays. Que les institutions soient pourvues.
La CEI était informelle. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sait que d'ici un mois, nous aurons le capitaine de cette équipe nationale, on aura les joueurs, c'est-à-dire les ailiers, on aura les buteurs, on aura les gardiens. C'est peut-être un coup de pub aussi que vous recherchez. Ben pas forcément. Ouais. Pas forcément, M. Bouaka Pascal. Pas forcément. Qu'est-ce que je peux rechercher par rapport à l'intérêt de mon pays? Quand on sait aujourd'hui que la CEI, d'ici un mois, nous allons avoir les 17 joueurs, c'est-à-dire le président et tous ses membres. Mais c'est la fierté parce que nous savions que par le résultat de cette CEI, va dépendre le sort de 20 millions d'Ivoiriens en 2015. Très bien. Alors, voilà. Parlons maintenant de votre région, hein, le Guémon. Le président de la République en a fait une priorité. Il a effectué déjà dans la région ouest 2 visites sur le terrain. J'imagine que pour les élus que vous êtes, c'est un motif de satisfaction, de très grande satisfaction. Oui, M. Bouaka Pascal, effectivement, nous sommes très heureux que le président, jusqu'à aujourd'hui, apporte une attention particulière à cette région du Guémon. Et la meilleure preuve, son ministre d'État, ministre de l'Intérieur, vient de nous honorer de sa visite le 25 du mois dernier à Diokoué, où pratiquement j'ai sorti près de 50 000 hommes, 40 bâches, qui étaient pleins, bondés de monde. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Abel Bakayoko, a marché près de 500 mètres. Il a vu que le peuple du Guémon vit aujourd'hui. Mais tout ceci, c'est parce qu'il y a l'espoir, le président Alassane Dramane Ouattara. Il y a un espoir réel que nous voyons. Les choses bougent. Quels sont aujourd'hui les acquis pour ces régions en termes d'infrastructures, en termes d'amélioration des conditions de vie? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que l'avis du président nous a permis, nous, dans le Guémon, d'avoir une cohésion et une réconciliation. Aujourd'hui, depuis sa visite, depuis qu'il est parti, le peuple s'est réconcilié sur des valeurs. Pour dire que désormais notre région est regardée de très près par le président, il a fait 2 visites, ça nous a permis de prendre conscience de notre utilité. Pour la question de savoir les retombées en infrastructure de la vie du président, ce qui est important, quand il est venu, l'administration a été déployée. Donc la ville a repris. La santé, les infrastructures routières, la sécurité, du tourisme, l'administration a été déployée. La police a été déployée. La gendarmerie a été déployée. La brigade de sécurité de l'Ouest, des populations ont été tous déployés. La BSO aujourd'hui est là. Et ça nous a permis d'avoir un indice sécuritaire important. Et il y a eu aussi la station d'eau à Diokoué, qui a été inaugurée par le président, qui permet aujourd'hui à Diokoué d'avoir de l'eau à tout moment, à tout instant. Et à l'époque, nous savions, il y a trop de coupures intempestives. Mais aujourd'hui, depuis que le président nous a offert cette station de traitement d'eau, les choses se passent bien. Nous avions la source de vie à Diokoué qui est l'eau. Au plan de l'électricité, effectivement aussi, des institutions ont été données par le président de la République. Nous n'avons plus de coupures intempestives comme à l'époque. Donc les choses avancent. Et nous pensions que le président a donné l'instruction pour que la région de Guémon obtienne 1 milliard 500 millions dans le PPU. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître qui a été immédiatement mis à notre disposition, c'est la distribution de 90 000 kits scolaires, soit pour de 600 millions. Mais sachez que nous, quand nous étions candidats à la région du Guémon, nous avons dévancé l'arrivée du président parce que nous étant candidats, on a pu offrir un tiers des kits scolaires à la région. Et le président nous a donné 90 000, 30 000 que nous avons offerts et 90 000, vraiment ça a soulagé un peu nos populations. Donc, le président a aussi donné l'instruction pour que près de 50 000 tonnes d'ordures ménagères qui étaient dans la ville du coin ont été dégagées. Les accotements au niveau des infrastructures ont été dégagés. Donc voilà des choses qui ont été faites pendant sa visite. Et aujourd'hui, je vous donne l'information que la route de Zou, de Bangolo à Zou, est en train d'être reprofilée grâce au président présidentiel. Et l'électrification est en train d'être faite aussi. Ça, c'est les œuvres du président de la République à travers le PPU. Et je pense qu'il faut le remercier, mais en même temps lui dire, Monsieur le Président, c'est insuffisant par rapport aux énormes besoins de notre région. Vous-même, vous saviez mieux que moi ce que cette région a comme potentialité. Aujourd'hui, nous entendons plus, aidez-nous parce que nous avons besoin de vous. Le président en a fait une priorité, ça a commencé, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont suivre. Tout à fait. Arrêtons-nous un peu sur les infrastructures scolaires. Hein. On sait que beaucoup de choses avaient été détruites. Vous avez tout à l'heure rappelé ce qui a été fait. Est-ce que ces efforts-là sont répartis sur toute la région, dans les 4 départements? Bon, on essaye, parce que c'est un projet présidentiel qui est géré par la présidente de la République. Je ne suis pas conseiller du président, je ne suis pas son ministre,
Donc je ne peux pas m'aventurer sur ces dons qu'il voudrait bien sûr faire à ma région. Non, je veux dire, mais ce que je ressens, le président de la région, quand vous allez dans les 4 départements qui composent la région, vous voyez que ces efforts-là sont déjà... On les sent de façon significative. On les sent. On voulait les sentir encore plus que ça. Très bien. Alors, parlons maintenant de l'insertion des jeunes et des femmes. Quelle est la situation sur le terrain? Ça aussi, c'est un problème très, très important parce qu'on sait que beaucoup de jeunes se sont laissés manipuler, enrôler dans des activités qui, aujourd'hui, les ont conduits à prendre des armes. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? Effectivement, quand nous sommes arrivés dans la région, nous avons compris l'épineux problème de l'employabilité de la jeunesse. Ben, je n'ai pas voulu mentir à mes jeunes frères. Je leur ai dit, nous venions de voter des lois sur le foncier rural à l'Assemblée. Dans la région du Guémon, nous avons la terre, le climat est propice. Les montagnes, quand on jette du riz, ça pousse. Il va falloir que nous nous mettions à l'agriculture, notamment la riziculture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai été élu député pour la 3e fois à Fakobli, j'ai fait un test qui marche très bien en ce moment. J'ai demandé à mes jeunes frères de me donner le devis pour que chaque jeune ait 1 hectare de riz. Et les devis qui ont été faits tournent autour de 40 000, 35 000, 50 000. J'ai arrondi à 50 000. Et je leur ai dit, quand je serai député, les fonds qui me seront remis pour mon installation, je venais vous les donner et vous les distribuer. Enfin, les 10 millions m'ont été remis après le 3e tour. Donc ces 10 millions ont constitué le fonds d'insertion Méambli à Fakobli, qui a créé 200 emplois. Et chaque jeune a 1 hectare. Et il est obligé pour ce jeune, après l'année suivante, après la première année, l'année suivante, de lui-même financer un de ses jeunes frères ou un cousin dans le village. Donc la seconde année jusqu'en 2015, ça doit lui permettre d'avoir 3 hectares, c'est-à-dire 600 emplois que nous créons de riz. 600 emplois que nous allons créer d'ici 2015, seulement dans le cadre de mon poste de député. Et ces exemples marchent très bien à Fakobli aujourd'hui. Nous les encadrons, ça se passe très bien. Au niveau de la région du Guémon, quand j'ai été élu, j'ai pris cet exemple pour dire aux jeunes, je vous trouverai près de 200 millions pour que ces 200 millions constituent un fonds de jeunesse régionale. Malheureusement, quand je suis arrivé, avec les budgets que nous avions, je ne pouvais pas prioriser cet emploi de la jeunesse au détriment des problèmes cruciaux qui étaient l'état banc des élèves qui devraient aller à l'école, les plateaux techniques à relever dans les hôpitaux, dont j'étais obligé de surseoir pour l'instant à 7 manque de 200 millions que je dois remettre aux jeunes en priorisant ces 2 aspects. Mais aujourd'hui, Dieu merci, grâce au programme national de développement communautaire, c'est-à-dire le PNDC, avec la Banque stable de développement qui nous octroie 14 milliards, notamment 3,3 milliards pour la région du Guémon qui me concerne, le Tonkoui et le Cavaleron pour eux, j'ai eu les fonds désormais que je pourrais prendre pour mettre en place ce projet d'insertion des jeunes. Parce que les 3,3 milliards nous seront remis en 4 ans, 2014, 2015, 2016, 2017. Et il est divisé en 3 tranches. La tranche développement local, qui équivaut à près de 1 milliard, c'est-à-dire tout ce qui est instruction de base, c'est-à-dire les maternités, les centres de santé et l'école primaire à construire. Il y a les routes, près de 1 milliard 900 millions, c'est-à-dire les routes de désert et les routes à reprofiler. Et enfin, les activités génératives de revenus. C'est en ce moment, c'est là, c'est sur ce chapitre précis où nous avons 480 millions que je vais défacter 200 millions, bien sûr avec l'accord du PNDC et du ministère du Plan, pour que cet argent soit orienté dans le secteur agriculture, précisément le riz, pour permettre à ces jeunes d'avoir des moyens pour aller cultiver du riz, parce que chez nous, le riz il est irrigué, le riz à 500 mètres, vous avez de l'eau, le climat est très beau, la terre est fertile. Donc, je pense qu'il faut amener les jeunes Ivoiriens de Guémon à aller vers l'agriculture. Parce que je pense que lorsque la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, importe 900 000 tonnes de riz chaque année, en raison de 230 milliards de devises qui sortent dans notre budget du Trésor, il va falloir que les jeunes Ivoiriens, notamment ceux du Guémon, se battent essentiellement pour produire le riz et pour le vendre parce que le marché captif est là. Donc voilà ma vision. Et je pense que si les choses avancent, nous allons faire en sorte que chaque département ait sa structure civile de plantation de riz,
de distribution des deux cotigages. Et ces riz seront pris par département et seront vendus à la Côte d'Ivoire, aussi bien dans les grands pôles tels que Yamoussoukro, Bouaké, Abidjan et Korogo. Donc nous avions des projets dans ce sens. Mais pour l'heure, il faut permettre à ces jeunes, avec peu de moyens, qui réalisent des choses concrètes pour que nous puissions, dans un ensemble plus macro, aller à l'essentiel, qui est de résorber l'épineux problème de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. On n'a pas parlé des femmes. Les femmes aussi y sont. Les femmes aussi y sont. Les femmes aussi, elles ont leur hectare de riz. Il y en a qui font de la banane, il y en a qui font du vivrier, la tomate, l'oignon, l'aubergine, le gombo. Elles travaillent. Il n'y a aucun souci. Elles sont aussi intégrées avec ces jeunes. C'est des jeunes. Peut-être que je n'ai pas dit des jeunes femmes, mais c'est des jeunes. Voilà. Très bien. Alors, on va dire un mot sur le Montpeco. Hein. Je pense que les deux gouvernements en ont parlé récemment à Ouagadougou. Sont des choses, ça vous donne une lueur d'espoir, vous les responsables, les élus locaux? Effectivement, M. Bouraka Pascal, ce dossier du Montpeco est un dossier très sensible, très important. D'abord, il faut remercier le président Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont eu le courage politique, je dis bien le courage politique, de décider maintenant l'évacuation des 30 000 infiltrés du Montpeco. Dès cet instant, il faut féliciter le gouvernement. Maintenant, c'est la faisabilité que nous sommes en train de regarder. Nous avions été appelés pour soutenir le gouvernement grâce au ministre Anou Désiré Oloto, ministre de la Femme, de l'Enfant et le ministre d'État de l'Intérieur, que nous félicitons au passage. Et lorsque nous avons été instruits par les deux ministres pour que le Conseil régional prenne sa part effective dans la résolution de ce problème, immédiatement, nous avions organisé une mission de sensibilisation autour des 21 villages riverains du Montpeco. Notamment les 1/3 du Montpeco qui sont à Djekoué. Donc, nous avons visité un peu les sous de Bago et tous les villages environnants. Et les 2/3, Kozagnan et Tawaké, éventuellement Guéno Tawaké. Nous sommes allés aussi dans le Montpeco pour rencontrer cette population dont on parle tant, pour savoir de quoi il s'agit. Et nous avons touché du doigt, effectivement, les 10 000 enfants qu'on a pratiquement vus, avec les parents qui vivent dans ce Montpeco. Mais il faut dire que le Montpeco, c'est le parc national. Sinon, il y a 6 forêts classées dans le Guémon. Et que le Montpeco aussi, il n'est pas sorti ex nihilo. Il a été érigé en parc national comme le parc national de la Comoué. Et c'est en 68, avec le décret 68-79 du 9 février 1969. Donc, il y a eu une loi qui a créé ces parcs. Il y a eu le parc Comoué, l'Esbouna, 1 150 000 hectares. Il y a eu aussi le parc de Taï, 350 000 hectares. Il y a eu le parc de la Maraoué, 110 000 hectares. Et le fameux parc Montpeco, 34 000 hectares. Donc, c'est une décision gouvernementale qui a érigé ces environnements en parc. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire veut protéger son parc. Parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler la conservation de la nature. Et le parc doit jouer son rôle écologique. Donc voilà aujourd'hui pourquoi on souhaiterait que ces gens-là partent de là. Mais ils doivent y aller parce qu'apparemment, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils y aillent. Seulement, aujourd'hui, il faut faire en sorte que cela se passe sans heurts et en respectant les conditions humanitaires les plus idoines. Mais sinon, nous pensons que le nouveau comité qui est en train d'être mis en place, aussi bien des deux pays, faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Parlons maintenant de vos compatriotes, hein, de la région du Guémon qui sont en exil. Aujourd'hui, on a vu quelques-uns rentrer. Il y en a combien encore en exil? Qu'est-ce que, sur le plan régional, vous, les élus locaux, vous faites pour être en contact avec eux, pour les encourager à venir et participer à la reconstruction de leur région? Bon, les exilés, c'est qu'il faut retenir aujourd'hui. Il y a déjà 200 000, mais les exilés, il y a déjà 200 000 qui sont entrés. Il reste pratiquement 60 000 au Libéria. Mais depuis la vie du président Zedrou, tout récemment, les exilés eux-mêmes ont compris qu'il faille qu'ils viennent directement, de façon spontanée. C'est ce qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, il faut dire que, avec tout récemment, la fermeture de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, due à la fièvre d'Ebola, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans l'amertume. Évariste Méambli, vous êtes jeune, vous êtes député, vous êtes président du conseil régional. Je pense que vos parents vous ont fait confiance parce que
parce que vous êtes proche d'eux, que vous pouvez les aider à développer la région. Qu'est-ce que vous avez fait? On dit que vous êtes un homme des réseaux. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là pour le développement, le rayonnement de la région? Vous avez parlé de l'insertion des jeunes, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets phares pour permettre à la région du Guémon demain d'être une grande région connue à l'extérieur du pays? Merci, M. Boubacar Pascal. C'est une question importante. À ce niveau, je vais vous répondre avec des choses concrètes. Quand nous avons été élus, nous sommes allés rencontrer les miniers de notre région. Vous saviez, la région du Guémon, il y a Fakobli, où aujourd'hui nous sommes, où aujourd'hui il y a la structure qu'on appelle Palme Minérale Africaine, qui est en train de faire une exploration du fer. Et il y a aussi à Djokwe, à Bangolo, dans le Mont Gao, il y a du fer. Et vous saviez, M. Boubacar Pascal, quand on parle d'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, c'est le marché captif de la Côte d'Ivoire qui est le fer. Et ce fer se trouve dans la région du Guémon. Nous avons 12 millions de tonnes à Fakoblé dans le mont Kanroyo. 12 millions de fer de nickel à Bangolo. Mais lorsque l'État du Côte d'Ivoire va accepter que le chemin des fers passe de Fakobli en passant par Bangolo pour aller jusqu'à San Pedro et que l'usine qui sera mise en place, qui va transformer le fer et le nickel du bien commun dans le Tonkwi, en briquettes qu'on appelle le ferro-nickel, qui sera vendu auprès des pays asiatiques, c'est 30 000 emplois qui seront créés. Donc aujourd'hui, M. Miambli se bat pour que cette région commence à exploiter réellement son fer. Pas 30 000 hommes qui sont dans la région, ils ont un village minier. Ce village minier, il va falloir qu'il y ait des boutiques, il va falloir qu'il y ait des hôtels, il va falloir qu'il y ait des écoles, il va falloir qu'il y ait des centres de santé. Donc je profite de l'occasion que vous m'offrez pour demander à tous les opérateurs économiques de venir investir dans le Guémon. C'est maintenant l'émergence de la Côte d'Ivoire a commencé. Mais je pense que c'est maintenant qu'il faut aller prendre des terres, qu'il faut aller prendre des avis pour qu'au moins demain, quand tout ce boom économique va commencer, les choses seront plus taxées. Donc aujourd'hui, je me bats vers les opérateurs miniers. Je suis allé d'abord rencontrer Tata Steel pour lui dire, mais vous attendez quoi? Dépêchez-vous. Depuis 2013, vous devez finir votre exploration. Pourquoi vous n'êtes pas en exportation? Ils m'ont dit, non, M. Miambli, vous saviez, on a eu des contraintes, on se donnera encore un an. J'étais tout récemment à Paris pour aller rencontrer la diaspora de la région du Guémon. Dans l'émergence dont parle tant le président Alassane Ouattara, il faut que la région du Guémon soit la telle la locomotive. Parce que nous avons des sources riches, nous avions une pluviométrie tranquille, faisable, propice au riz, nous avions des terres, qu'attendez-vous? Étant à la diaspora, il faut que chacun ait un hectare au village. Et quelle a été leur réaction? Mais ils sont heureux. Ils ont commencé d'ailleurs à prendre quelques hectares ici pour faire du riz, pour faire de l'oignon, pour prendre des espaces, pour faire des hôtels, des écoles. C'est ce que je leur demande. Si tu ne me parles de m'apporter de l'argent, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais bientôt encore aller aux États-Unis. Je me prépare pour y aller. Donc la diaspora doit prendre sa part effective dans la reconstruction du Guémon. On a assez pleuré, c'est bon. Allons à l'avant. De l'avant. Allons à l'avant. Cherchons à aller de l'avant. Ne nous attardons pas sur nos difficultés. Ne nous attardons pas sur nos pleurs. Il faut que le ouais se dise désormais que sa dignité est dans sa main. Que le ouais se dise désormais que le boom économique de la Côte d'Ivoire va partir du Guémon. Parce que c'est nous qui allons les faire. Les marchés captifs, c'est dans le Guémon. Pour l'instant. On a mis de l'or à Bangolo. Qu'attendons-nous? Aujourd'hui, tous nos cadres vont écrire. J'ai tous les CV là. Il y a des ingénieurs, il y a des en mine, en agriculture, mais des grands intellectuels. Bon, malheureusement aujourd'hui, qui n'ont pas d'emploi, peut-être que, bon, avec la situation politique du passé, bon, ils ont été peut-être libérés dans leur service public. Mais je demande aussi aux gouvernants, à mes responsables politiques, de faire filer tout ça et d'intégrer mes cadres de l'administration pour qu'ils puissent travailler. Et qu'ils puissent apporter ces dividendes à leur famille pour que cette région se porte mieux. Très bien. Et sur place là-bas, la cohabitation avec les autres élus, des autres partis, les cadres, il y a une entente réelle pour se mettre au service de la région. Oui, parce que souvent aussi, sur le terrain, ce n'est pas tout à fait ça. Je pense que les cadres ont compris. Notre génération est une génération de jeunes. Aujourd'hui, quand vous voyez notre doyen d'âge aujourd'hui, c'est le colonel Oulata que je félicite au passage.
le colonel Ouattara, président de la commission sécurité à l'Assemblée nationale, qui a eu l'aimabilité, l'élégance de m'appeler quand j'ai gagné mes élections. Je le félicite encore, colonel Ouattara. Donc c'est notre année. Sinon, tous les élus aujourd'hui. C'est un élu RDR. RDR, mais formidable, qui est formidable et qui vraiment me séduit à chaque fois que nous discutons, nous échangeons. Et le RDR doit s'en égayer d'avoir un tel élément en le sein. Sur ce, je pense que les élus, il y a deux sortes d'élus, il y a les élus politiques. Je suis député, ils font le travail à l'Assemblée. Mais il y a les élus de développement. Et c'est en cela que je peux vous parler un peu de la loi sur la répartition et le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, qui s'appuie sur deux principes. Le principe de la subsidiarité et le principe de l'égalité des collectivités. Donc nous sommes autonomes. Les maires font ce qu'ils veulent. Les présidents des régions font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de mélange de postes. Donc chacun gère sa commune comme il peut. Mais moi, j'ai toute la région entière. Et je vais vers eux pour leur expliquer qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous mettre ensemble parce que cette région a besoin de toutes les intelligences dans chaque domaine pour que notre région se porte mieux. Donc je pense que ça se passe très bien. Ça se passe très bien et nous avancions. La dernière information que je peux vous apporter pour étayer ce que je dis, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur était à Diokwe pour la pose des 5 commissariats, pour la pose des pierres des 5 commissariats, de l'orphelinat Dominique Ouattara et éventuellement du siège. Il a demandé à tous les élus que nous mettions ensemble pour travailler et que ça se prie, que lui pourra aider la région et que désormais la région du Guémont comptera dans l'émergence de la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara. Il était fier. Nous étions tous là à ses côtés. Donc les cadres, nous attendions et nous battions pour qu'il y ait le maximum de développement dans notre région. C'est pour ça qu'on a été élus. Très bien. Alors on va conclure cette émission sur l'avenir du Guémont. Pour vous, c'est un avenir qui est prometteur. Vous avez foi, donc demain, le Guémont sera debout pour son développement. Monsieur Bouaka Pascal, je vais profiter pour vous dire qu'effectivement, c'est ma mission première. Je suis commercial de formation. Je suis le premier commercial de ma région du Guémont. Je viens de vous dire tantôt que ma région du Guémont a du fer, a de l'or, a du nickel, a du manganèse. Et je vous dis que l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 va passer par l'émergence, par le marché captif qui est le fer de notre région. La région a aussi un président qui a la tchatch. Qui sait la vendre. Donc, ma région, je le dis, je prends l'engagement pour dire, ma région doit être la première région à la tête du peloton, l'émergence des 31 régions, vers l'horizon 2020, avec le président Ouattara. Parce que, quand nous regardons aujourd'hui que le président Hassan Ouattara lance un emprunt obligataire sur les plateformes financières internationales, notamment le dernier exemple qui est l'eurobond. Nous demandons 500 millions, les financiers courent de partout, ils disent non, donc 4700 millions, ça est 9 fois plus. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est aimée, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est vendable. Alors quand l'eurobond, nous obtenons 750 millions, ça dit pas de 350 milliards, pour des projets précis, l'éducation, la santé, les infrastructures routières et notamment le règlement des dettes intérieures. Mais quand l'État va pour chercher ces milliards sur 10 ans, ce n'est pas avec les finances ivoiriennes qui sont gérées et soutenues sur 2 membres que le café cacao. C'est sur la perspective. Et cette perspective prend en compte immédiatement le fer du mont Claoyo, du mont Gao, donc du Guémont. Alors, si la Côte d'Ivoire se repose en perspective sur ma région à moi, qui est le Guémont, me diantre, qu'est-ce que j'ai à attendre? C'est de courir vers les investisseurs pour dire venez investir chez moi. Parce que c'est chez moi sur laquelle la Côte d'Ivoire compte. Pour la perspective, je dis bien pour la perspective. Donc nous sommes dans la vision prospective. Et c'est un peu pour ça que j'ai dit aujourd'hui que le Guémont sera la première région en Côte d'Ivoire d'ici 2018 avec Méambli. Merci, Évariste Méambli. Je rappelle que vous êtes député de Fakobli et président du conseil régional du Guémont. J'ai eu plaisir à vous avoir sur le plateau de Parlons Franchement. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonsoir.